La pièce devint silencieuse, complètement silencieuse. Le genre de silence qui précède un coup de feu. J'étais à genoux, tremblant, cherchant à atteindre le collier en argent que j'avais caché pendant 5 ans. Mais sa main l'atteignit avant moi. Une main couverte de cicatrices et de bagues qui valaient plus que ma vie. Adrian Moretti, le corpo de New York, ouvrit le médaillon d'un coup sec. Ses yeux, d'habitude froids comme la glace, brûlaient d'une rage soudaine et terrifiante. Il regarda la photo à l'intérieur, puis me regarda et rugit les mots qui changèrent tout. C'est le visage de mon frère. Pourquoi as-tu la photo d'un homme mort? L'Obsidian Club ne sentait pas comme un bar. Il sentait l'argent ancien, le cuir importé et l'odeur métallique de la peur. Lucy Gabriel ajusta son tablier, grimaçant lorsque le tissu rigide frotta contre l'ecchymose sur sa hanche, un cadeau d'adieu de son propriétaire lorsqu'elle avait 2 jours de retard dans le paiement de son loyer. Elle prit une profonde inspiration, lissant d'une mèche rebelle de ses cheveux châtains. Elle ne pouvait pas se permettre d'être désordonnée. Pas ce soir. Ce soir, la table d'honneur était là. Lucy, table 4, ne les regarde pas dans les yeux. Pose le scotch et sort. Le responsable de salle, Marco, siffla en lui mettant un lourd plateau dans les mains. Et pour l'amour de Dieu, cache ce collier. Il a l'air bon marché. Lucy serra instinctivement le médaillon en argent caché sous son uniforme. Il était tout sauf bon marché. C'était la seule chose qui lui restait de lui. Je ferai attention, Marco. Elle traversa la salle faiblement éclairée. Les clients ici n'étaient pas des touristes. C'étaient des requins en costume sur mesure. Au centre de la salle était assis le grand requin blanc, en personne, Adrien Moretti. Même de loin, Adrien était terrifiant. Il ne se prélassait pas. Il occupait l'espace avec l'attention d'un prédateur. Il avait des cheveux noirs coiffés en arrière, une mâchoire qui aurait pu couper du verre et des yeux complètement dépourvus d'émotion. La rumeur disait qu'il avait pris la tête de la famille criminelle Moretti il y a 5 ans, après que son jeune frère Julian ait été brutalement assassiné dans un attentat à la voiture piégée. Depuis lors, Adrienne avait transformé New York en forteresse. Lucy s'approcha de la table. Ses mains tremblaient. Elle posa les verres en cristal. 1, 2, 3. Laisse la bouteille. Une voix grommela. C'était Luca, le bras droit d'Adrienne, un homme au nez cassé à plusieurs reprises. Oui, monsieur, murmura Lucy. Elle se pencha au-dessus de la table pour placer le dessous de verre pour Adrien. Il ne bougea pas, mais son regard se posa sur sa main. Il détestait la faiblesse. Il détestait les tremblements. Au moment où elle commençait à se retirer, un associé ivre de la table voisine trébucha et bascula en arrière. Il heurta Lucy dans le dos avec la force d'un joueur de football américain. Crash! Le plateau bascula. Une bouteille de scotch à 200 $ se brisa sur le bord de la table en marbre. Des éclats de verre volèrent comme des shrapnels. Le liquide ambré éclaboussa le costume italien immaculé d'Adrien Moretti. Tout le club retint son souffle. La musique ne s'arrêta pas, mais l'ambiance s'évapora. Lucy tomba à genoux, le verre lui coupant les paumes. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. » Elle attrapa des serviettes et essuya frénétiquement l'alcool renversé qui s'était répandu près des chaussures cirées d'Adrienne. Adrienne se leva lentement. Le bruit de sa chaise raclant le sol était assourdissant. Il regarda son costume ruiné, puis la serveuse tremblante. « Faites-la sortir d'ici, » dit Adrien d'une voix basse et ennuyée, « avant que je ne perde patience. » Luca s'avança et attrapa Lucy par le bras. « Tu as entendu le patron. » Lucy se précipita pour se relever, mais dans la bousculade, le fermoir de sa blouse d'uniforme s'était défaire. Lorsque Luca la tira vers le haut, le médaillon en argent qu'elle gardait toujours caché se balança librement. Il s'accrocha au bord de la table. Crac! La chaîne se brisa. Le médaillon roula sur la surface en marbre noir et glissa juste sous la main d'Adrienne. Il s'ouvrit sous le choc. Lucy se figea. Elle retint son souffle. Non, Adrienne baissa les yeux. Il s'apprêtait à repousser ce bijou bon marché, mais quelque chose attira son attention. Une petite photo sépia dans un cadre ovale. Il se figea. Le silence dans la pièce passa de gênant à mortel. Adrien ramassa lentement le médaillon. Son pouce effleura le visage sur la photo. Un visage qui reflétait le sien, mais avec des yeux plus doux et un sourire en coin. Adrienne releva brusquement la tête. Son regard se fixa sur celui de Lucy. L'ennui avait disparu, remplacé par une tempête de confusion et de violente reconnaissance.
Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il. Lucy ne pouvait pas parler. Elle essaya de s'éloigner de Luca, mais il la serra plus fort. Adrienne contourna la table. Il se déplaçait comme un loup, se rapprochant d'un lapin pris au piège. Il brandit le médaillon à quelques centimètres de son visage. Je t'ai posé une question, rugit Adrienne, sa voix faisant trembler les murs. C'est mon frère. C'est Julian. Il est mort depuis 5 ans. Pourquoi une serveuse a-t-elle une photo d'un Moretti décédé dans son médaillon? Je l'ai trouvé, mentit Lucy, la voix brisée. Je l'ai acheté dans un magasin porno. Les yeux d'Adrienne se plissèrent. Il appuya sur un bouton sur le côté du médaillon. Un mécanisme caché cliqua, que seul un Moretti pouvait connaître. Le dos du médaillon s'ouvrit, révélant une gravure « Et my forever » et « Mon éternité ». J. Adrien lut l'inscription. Il regarda Lucy. « Ton badge indique que tu t'appelles Lucy. » Elle retint son souffle. « Emmène-la à la voiture, » ordonna Adrienne en empochant le médaillon. « Personne ne partira tant que je n'aurai pas découvert qui elle est vraiment. »« S'il te plaît, je dois rentrer chez moi, » cria Lucy tandis que Luca la traînait vers la sortie arrière. « Mon fils m'attend. » Adrienne s'arrêta. Il se retourna, sa silhouette se découpant dans la pénombre du club. « Tu n'as plus de maison, Lucy. Pas avant que je décide si tu es un fantôme, une espionne ou un boulet dont je dois me débarrasser. » Le trajet jusqu'au domaine Moretti fut marqué par des rues mouillées par la pluie et un silence étouffant. Lucy était assise à l'arrière du SUV noir, coincée entre deux gardes. Ses mains n'étaient pas liées, mais cela aurait pu tout aussi bien être le cas. Elle ferma les yeux, priant pour que Madame Higgins, sa voisine, ne laisse pas Léo seul lorsqu'elle ne rentrerait pas à la maison. Léo avait 4 ans. Il avait le sourire de son père et le tempérament de son oncle, si Adrienne le voyait, si Adrienne savait. La voiture roula sur du gravier. Ils étaient arrivés à la forteresse, un vaste manoir gothique situé sur les falaises de Long Island. Lucy fut conduite dans un bureau plus grand que tout son appartement. Les murs étaient tapissés de livres et d'armes, de mousquets anciens côtoyant des fusils d'assaut modernes. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant de longues ombres dansantes. Adrienne se tenait près de la fenêtre, regardant la tempête. Il tenait un verre de whisky dans une main et son médaillon dans l'autre. « Assieds-toi » ordonna-t-il sans se retourner. Lucy s'assit dans le fauteuil en cuir à haut dossier. Elle serra son cardigan autour d'elle. « Monsieur Moretti, je vous en prie, je ne l'ai pas volé. C'est lui qui me l'a donné. » Adrienne se retourna. « C'est lui qui te l'a donné, Julian. » « Oui, Julian était fiancé à la fille du parrain de Chicago quand il est mort. Un mariage politique. Il n'avait pas de petit ami. » Adrienne s'approcha et s'appuya contre le lourd bureau en chêne. « Alors, dis-moi, Lucy, étais-tu à lui ou étais-tu celle qui l'a piégé? » « Je l'aimais. » Lucy cria, la colère l'emportant sur sa peur. « Je ne savais pas qui il était. Il m'a dit qu'il s'appelait Jay. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Brooklyn. Il était gentil. Il n'était pas comme vous. » Adrienne tressaillit. La comparaison le piquait, même s'il ne le montrait pas. Jay. Il utilisait son deuxième prénom. Astucieux. Il fit tourner son verre. « Tu as écrit « pour toujours » dans la dédicace. Depuis combien de temps le connaissais-tu? 6 mois. Lucy murmura, les larmes lui piquant les yeux. Il allait quitter l'entreprise familiale. Il disait qu'il avait trouvé un moyen de s'en sortir. Le soir où il est mort, il venait de me chercher. Nous allions nous enfuir ensemble. Adrienne jeta son verre sur le bureau, le brisant en 1000 morceaux. Menteuse. Lucy sursauta. Julian n'a jamais voulu partir. Il était laid. Il était né pour cette vie. Adrienne faisait les 100 pas dans la pièce, perdant son sang-froid. Il est mort dans un attentat à la voiture piégée qui m'était destinée. Il a pris ma voiture cette nuit-là. S'il venait te chercher, pourquoi se dirigeait-il vers les docks? Je ne sais pas. Lucy sanglotait. Je l'ai attendu toute la nuit. Il n'est jamais venu. Puis j'ai vu les informations. Adrienne l'observait. Elle avait de l'air brisé, sincère. Mais dans son monde, l'innocence était généralement un masque pour la trahison. « Tu as mentionné un fils, » dit Adrienne, sa voix baissant d'une octave. « Dans le club, tu as dit que ton fils t'attendait. » Lucy sentit son sang se glacer. C'était de la zone dangereuse. Il est avec une babysitter. Quel âge a-t-il? 4 ans, répondit-elle trop rapidement. Adrienne fit le calcul. Julian était mort il y a 5 ans.
Si l'enfant avait 4 ans, qui était le père? Demanda Adrienne en s'approchant. Un ex, elle mentit. Un homme que j'ai rencontré après la mort de Jay. Adrienne la fixa, analysant chaque micro-expression. Il contourna le bureau et se planta juste devant elle. Il tendit la main et lui releva le menton d'un doigt rugueux. Tu es une très mauvaise menteuse, Lucy. Il sortit un téléphone portable de sa poche. Luca, va à l'adresse indiquée dans son dossier professionnel. Ramène le garçon ici. Non. Lucy se jeta sur lui, griffiant son sonnaille, griffant son costume. Ne le touche pas. Il n'a rien à voir avec ça. Adrien, s'il te plaît. Adrienne attrapa facilement ses poignets et les plaqua contre sa poitrine. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir l'odeur du whisky et du savon coûteux aux bois de santal. Pendant une seconde, la chaleur entre eux n'était pas seulement de la colère. C'était électrique. Si ce garçon est le tien et que tu aimais mon frère, dit Adrienne d'une voix grave et menaçante, alors j'ai besoin de savoir si mon frère a laissé autre chose derrière lui qu'une serveuse en deuil. Il est à moi, siffla Lucy. Il ne fait pas partie de ton monde. Tout le monde fait partie de mon monde, Lucy. Ils ne le savent pas encore, c'est tout. 2 heures plus 1, les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent. Luca entra en tenant la main d'un petit garçon endormi et confus, vêtu d'un pyjama bleu avec des dinosaures. Léo se frotta les yeux, serrant un ours en peluche. Il regarda la pièce, terrifié, jusqu'à ce qu'il aperçoive Lucy. Maman. Lucy se libéra de la garde et courut vers lui, le prenant dans ses bras. Léo. Oh mon Dieu, Léo. Adrien resta figé au milieu de la pièce. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il fixait le garçon, les boucles brunes, la forme du nez, mais surtout les yeux, l'un vert, l'autre noisette, une hétérochromie. C'était un trait génétique de la lignée Moretti. Julien l'avait. Le grand-père d'Adrienne l'avait. Adrienne s'avança lentement vers eux. Lucy serra le garçon plus fort contre elle, reculant jusqu'à ce qu'elle touche le mur. « Restez en arrière », avertit-elle. Adrienne l'ignora. Il s'arrêta à 2 mètres et s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Bonjour », dit Adrienne d'une voix étonnamment douce. L'eau cligna des yeux. « Tu es le méchant ?» Adrienne eut un rire sec et sans humour. « Oui, je suppose que je le suis. » Il leva les yeux vers Lucy, le regard brûlant d'un mélange de fureur et de crainte. « Tu l'as caché », murmura Adrienne. « Tu as caché un Moretti dans un appartement délabré du Queens. »« Je l'ai caché de toi », rétorqua Lucy. « Je ne voulais pas qu'il finisse comme Julian. » Adrienne se redressa, son visage se durcissant à nouveau pour prendre l'expression impassible du carreau. Il se tourna vers Luca. « Verrouillez le domaine, triplez les gardes, appelez le conseil. »« Que fais-tu » demanda Lucy, prise de panique. Adrienne se retourna vers elle. « Tu voulais t'enfuir avec Julian. Eh bien, ton souhait a été exaucé. C'est ta famille maintenant, Lucy. Et personne ne quitte la famille. Tu ne peux pas nous garder ici. »« Je le peux, » dit Adrienne en se dirigeant vers la porte. « Parce que ce garçon est l'héritier légitime de cette empereur, et je brûlerai la ville plutôt que de laisser quiconque toucher un seul cheveu de sa tête, y compris toi. » Il claqua la porte, le verrou s'enclenchant avec un bruit définitif. Lucy s'effondra sur le sol, serrant Léo dans ses bras, réalisant qu'elle n'avait pas simplement laissé tomber un médaillon. Elle avait laissé tomber une bombe. La première chose que Lucy remarqua fut l'odeur. Ce n'était pas le musc humide de son appartement en sous-sol dans le Queens, ni la bière éventée et le nettoyant industriel de l'obsidienne. C'était de la cire d'abeille à la lavande et le parfum frais et indifférent du linge de maison coûteux. Elle ouvrit les yeux. Le plafond était incroyablement haut, orné de moulures complexes qui semblaient se moquer d'elle. Elle était allongée dans un lit assez grand pour accueillir 4 personnes, recouverte d'une couette en soie si fine qu'elle semblait tissée d'eau. La panique la submergea immédiatement. Elle se redressa en haletant. À côté d'elle, un petit monticule sous les couvertures bougea. Une touffe de boucles sombres apparut. Léo. Il dormait encore, serrant son ours en peluche usée, inconscient du fait que son monde s'était effondré pendant la nuit. Lucy glissa hors du lit, ses pieds nus s'enfonçant dans un tapis perçant plus épais que tous les matelas qu'elle avait jamais possédés. Elle portait toujours son uniforme de serveuse, taché de sueur et des restes séchés du scotch qu'elle avait renversé sur Adrien. Le tissu noir semblait étranger au luxe oppressant de la pièce. Elle se dirigea vers les fenêtres. Il s'agissait d'immenses baies vitrées allant du sol au plafond,
drapés de velours épais. Elle les tira brusquement. La lumière du matin inonda la pièce, crue et impitoyable. La vue confirma ses pires craintes. Il se trouvait en haut d'une falaise surplombant l'océan Atlantique, qui venait violemment s'écraser contre des rochers déchiquetés. La pelouse tentaculaire était parfaitement entretenue, bordée d'un haut mur de pierre surmonté de pointes en fer forgé. À la porte, elle pouvait voir de minuscules silhouettes en costume noir patrouiller, des fusils en bandoulière. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse conçue pour empêcher le monde d'entrer et les garder à l'intérieur. La lourde porte en bois de la chambre s'ouvrit dans un clic. Lucy se retourna, se plaçant entre la porte et le lit où Léo dormait. Adrien Moretti entra. Il avait troqué son costume abîmé contre une chemise gris anthracite aux manches retroussées et un pantalon sombre. Il semblait plus reposé que la veille, mais les cernes sous ses yeux étaient plus profonds, lui donnant un air hanté et dangereux. Il portait un plateau en argent avec une théière en porcelaine, 2 tasses et un verre de lait. « Tu es réveillé, dit-il. » Sa voix était basse, à peine audible, mais elle remplissait pourtant l'immense pièce. « Laisse-nous partir, Adrien, » dit Lucy, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître ferme. « C'est un enlèvement. » Adrien posa le plateau sur une table en acajou près de la cheminée. Il versa le thé avec des mouvements délibérés, presque méditatifs. Les enlèvements, c'est ce qui arrive aux gens qui n'ont aucune importance. Ceci, dit-il en désignant la pièce somptueuse, c'est une garde à vue protectrice. Nous n'avons pas besoin de ta protection. Nous allions bien, Adrien cessa de verser. Il leva lentement ses yeux sombres, la clouant sur place. Bien. Vous étiez à 2 jours de l'expulsion. Vous travailliez dans un club appartenant à mes rivaux un mardi sur 2, vous exposant à des hommes qui vous briseraient le cou pour s'amuser. Et vous éleviez le fils de Julian Moretti dans un quartier où le trafic de drogue se fait sur les balançoires. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant juste hors de portée de ses bras. « Tu n'allais pas bien, Lucy. Tu te noyais. Je t'ai juste tiré dans le canot de sauvetage. »« Tu ne nous as pas tirés, » siffla-t-elle, gardant la voix basse pour ne pas réveiller Léo. « Tu nous as traînés. C'est une question de sémantique. » Il jeta un coup d'œil derrière elle, vers le garçon endormi. Cette vue semblait lui causer une douleur physique. Sa mâchoire se crispa, un muscle se contractant dans sa joue. Il dort comme Julian le faisait. Complètement inconscient. La mention de Julian provoqua une nouvelle vague de chagrin dans la poitrine de Lucy. Être ici dans la maison de son enfance, entouré de la richesse qu'il avait tenté de fuir pour elle, était atroce. « Pourquoi fais-tu cela ?» murmura-t-elle. « Tu détestais que j'aie le médaillon. Tu étais furieux. » « J'étais choqué, corrigea Adrien. Il passa une main dans ses cheveux, brisant momentanément son apparence calme. Pendant 5 ans, j'ai cru que mon frère était mort pour rien. Un acte de violence aléatoire dans notre monde violent. Maintenant, je sais qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Il la regarda, le regard intense et dérangeant, possessif. Ce garçon a le sang des Moretti. Il a les yeux. Il est l'héritier légitime de tout ce que tu vois et d'une grande partie de ce que tu ne vois pas. As-tu la moindre idée de ce que mes ennemis feraient s'ils apprenaient son existence? » Lucy se sentit mal. Personne ne le sait. Quelqu'un le sait toujours, Lucy. Un murmure dans un magasin de porno. Un voisin curieux qui voit ses yeux. Si les Russes ou les Triades le trouvaient devant moi et qu'ils ne se contenteraient pas de le tuer, ils l'utiliseraient contre moi. Ils le tortureraient pour me briser. La nature crue de ces mots la fit vaciller. Adrienne tendit la main pour la stabiliser en lui tenant le bras. Son contact était brûlant à travers son chemisier fin. « Asseyez-vous avant de tomber », ordonna-t-il en la guidant vers un fauteuil en velours. Il lui mit une tasse de thé dans les mains tremblantes. « Buvez ». Elle prit une gorgée. C'était du Earl Grey, fort et chaud. « Voici les nouvelles règles », dit Adrienne en faisant les 100 pas devant la cheminée. « Tu ne quittes pas cette propriété. Tu ne passes aucun coupe de fil sans ma supervision. Tu ne parles pas au personnel, sauf pour commander à manger ou demander un service. Léo suivra ses cours ici. On te donnera une nouvelle garde-robe, car les haillons que tu portes sont choquants. »« Je ne suis pas ta prisonnière, » protesta-t-elle faiblement. Adrienne cessa de faire les 100 pas. Il se pencha, posa les mains sur les accoudoirs de son fauteuil, la piégeant. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir l'éclat doré de ses iris sombres,
l'intelligence acérée qui faisait de lui l'homme le plus redouté de New York. Tu es exactement ce que je dis que tu es, murmura-t-il, son souffle effleurant sa joue. Tu es la mère de l'aube future. Cela fait de toi la femme la plus précieuse et la plus vulnérable de la ville. Jusqu'à ce que je sache qui a tué mon frère, et jusqu'à ce que je sois sûr que tu n'es pas impliqué, tu m'appartiens. Tu comprends? Lucy le fixa du regard, refusant de reculer. À cet instant, elle comprit que l'homme qu'elle avait aimé, le gentil Jay, avait grandi avec ce loup. Ils partageaient le même sang. Je comprends, dit-elle froidement, que vous êtes exactement le monstre que Julian disait que vous étiez. Adrienne eut un léger fléchissement, une fissure microscopique dans son armure. Il recula lentement, se redressant à nouveau. La glace revint dans ses yeux. Bien, dit-il. Les monstres vous maintiennent en vie dans ce monde, Lucy. Habillez le garçon. Le petit déjeuner est dans 20 minutes. Ne soyez pas en retard. Il se retourna et sortit en poussant la lourde porte, les enfermant à nouveau dans leur cage dorée. Lucy regarda la tasse de thé qu'elle tenait entre ses mains. Elle était en porcelaine fine, translucide et délicate. Elle eut soudainement une violente envie de la jeter contre la cheminée en marbre, juste pour voir quelque chose se briser. Les 3 jours se succédèrent sans distinction. Le temps passait au ralenti dans le domaine des Moretti. C'était un calme pesant, chargé de menaces tacites. Lucy essaya de créer une routine pour Léo. Ils prenaient leur petit déjeuner dans une salle à manger assez grande pour accueillir une audience parlementaire, assis à une table en acajou poli si longue que Lucy avait l'impression d'avoir besoin d'un mégaphone pour parler à Adrien, assis à l'autre bout. Adrien était rarement présent pendant la journée. Il disparaissait dans l'aile est du manoir où il menait ses affaires. Lucy ne voyait que les résultats de son travail. Des voitures noires élégantes arrivaient et partaient au milieu de la nuit. Des hommes en costume coûteux partaient, le visage pâle, et un bourdonnement constant de tension vibrait à travers le plancher. Elle et Léo étaient confinés dans l'aile ouest et la terrasse fermée du jardin. C'était luxueux. Oui, Léo avait une salle de jeu remplie de plus de jouets qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Des voitures télécommandées, des Legos sophistiqués, toute une bibliothèque de livres pour enfants, mais cela semblait vide. Le 4e après-midi, pendant que Léo faisait la sieste, Lucy se promena dans le couloir silencieux de l'aile ouest. Les murs étaient tapissés de portraits d'ancêtres sans sourire, d'hommes au regard dur et de femmes portant des bijoux lourds comme des armures. Elle arriva au bout du couloir et trouva une double porte légèrement entr'ouverte. C'était une bibliothèque de 2 étages, qui sentait le vieux papier et le cuir. Elle entra. Elle se sentit comme dans un sanctuaire. Elle passa ses doigts sur les dos des classiques reliés en cuir. Alors qu'elle se dirigeait vers le fond de la pièce, près d'un grand globe terrestre, elle le vit. Un petit portrait caché dans une alcôve. C'était Julian. Lucy retint son souffle. Il semblait plus jeune sur le tableau, peut-être 20 ans. Il ne souriait pas, mais ses yeux avaient cette étincelle douce et espiègle dont elle se souvenait. L'artiste avait parfaitement capturé la différence entre ses yeux, l'un vert et l'autre noisette. Elle tendit le bout de ses doigts et suivit le contour du cadre doré. « Jay », murmura-t-elle, une larme coulant sur sa joue. « Où sommes-nous? Dans quel état nous as-tu laissés? » Il détestait ce tableau. Lucy eut le souffle coupé et se retourna brusquement. Adrienne se tenait à l'entrée de la niche. Elle ne l'avait pas entendu s'approcher sur l'épais tapis. Il la regardait, le visage impassible. Il tenait un verre rempli d'un liquide ambré dont les glaçons teintaient doucement. Il disait que cela lui donnait l'air d'un prince décadent. Adrienne s'approcha, le regard fixé sur le visage de son frère décédé. Il voulait être architecte. « Il te l'a dit? » Lucy acquiesça, essuyant rapidement ses larmes. Oui, il dessinait des croquis sur des serviettes au café. Des ponts, des gratte-ciel. Adrienne eut un petit rire amer. Des ponts. Il a toujours voulu construire des choses, relier des choses. C'est moi qui ai appris à les brûler. Il but une gorgée de sa boisson, le silence s'étirant entre eux. Pour la première fois, Lucy ressentit une étrange tristesse pour Adrien. Il semblait profondément seul, tel un roi debout au milieu des ruines qu'il avait lui-même causées. « Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé partir? » demanda Lucy doucement. « Si vous saviez qu'il voulait partir… » Adrienne détourna son regard du tableau pour le poser sur elle. L'intensité de ce regard était presque insupportable, car nous ne pouvons pas partir.
Lucie, nous sommes nés dans cet univers. C'est dans le sang. Julien pensait qu'il pouvait simplement partir, changer de nom, porter des cardigans et prétendre que 5 générations de violence n'existaient pas dans ses veines. Il s'approcha d'elle, sa voix se transformant en grognement. Mais cela l'a rattrapé. Cela rattrape toujours. Tu crois? Tu crois que sa mort n'était pas un accident? Que ce n'était pas simplement parce qu'il conduisait ta voiture? Les yeux d'Adrienne se durcirent jusqu'à devenir des éclats d'obsidienne. Je ne pense pas, Lucie. Je sais. La bombe sous cette voiture n'était pas un simple piège à allumage. C'était du matériel militaire, coûteux, précis. Quelqu'un voulait la mort d'un Moretti, peu importe lequel. Il se pencha vers elle, la coinçant contre la bibliothèque, comme il l'avait fait dans le bureau. L'odeur du whisky et du danger l'enveloppa. Et c'est pourquoi toi et Léo ne quitterez jamais cette maison tant que je n'aurai pas trouvé la personne qui a appuyé sur le bouton. Parce que s'il savait que Julian avait un fils qu'il aimait suffisamment pour lui donner le médaillon de notre mère. Il s'arrêta, les yeux rivés sur sa gorge, là où reposait autrefois le médaillon. L'air crépitait entre eux. Ce n'était plus seulement de l'intimidation. C'était quelque chose de plus sombre, de plus intense, la reconnaissance d'un chagrin partagé et d'une curiosité dangereuse. Soudain, une alarme stridente déchira le silence du manoir. Adrienne passa instantanément du rôle de veuf contemplatif à celui d'arme mortelle. Il attrapa Lucie par le bras avec force. « Qu'est-ce que c'est? » cria-t-elle. « Une intrusion dans le périmètre, » répondit-il sèchement, la tirant déjà vers la porte. « La pelouse sud. L'eau, mon fils, est à l'étage. Luca est déjà avec lui. La nurserie et c'est la pièce la plus sûre de la maison. Bouge. » Ils se précipitèrent dans le couloir principal. La maison, jusque-là silencieuse, était en proie au chaos. Des gardes, armes à la main, couraient vers l'escalier de service. Adrien ne l'emmena pas à la nurserie. Il la traîna dans son bureau, claqua la lourde porte en chêne et verrouilla le loquet. Il la poussa derrière son imposant bureau. « Reste baissé, » ordonna-t-il en sortant d'un gros pistolet noir mat d'un étui caché sous sa veste. Il vérifia la chambre avec un cliquetis métallique qui résonna dans la pièce. « Adrien, que se passe-t-il? » Lucie tremblait, accroupie sur le sol. « Quelqu'un teste mes clôtures, » dit-il en se déplaçant vers la fenêtre, regardant à travers la plus petite fente des rideaux de velours. Le bruit des coups de feu éclata en rafales courtes et vives d'armes automatiques. Lucie se couvrit les oreilles, ferma les yeux et imagina Léo terrifié dans son lit. « Ils n'entreront pas, » dit Adrienne d'une voix étrangement calme malgré le bruit à l'extérieur. Il ne la regardait pas. Il était entièrement concentré sur la menace. « Mais cela prouve mon point de vue, n'est-ce pas, Lucie? Tu penses que le monde extérieur est sûr? Tu penses pouvoir simplement retourner servir des tables? » Il se tourna pour la regarder. Le pistolet pendait mollement à son côté, comme une extension de sa main. Bienvenue dans l'entreprise familiale. Les coups de feu cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé, laissant place à un silence assourdissant qui semblait plus fort que les explosions. Dans le bureau, Adrienne restait immobile près de la fenêtre, sa silhouette découpée dans le granit. Il n'écoutait pas les bruits, mais le rythme spécifique des protocoles de son équipe de sécurité. Le signal de fin d'alerte avait une cadence distincte. « C'est fini ?» murmura Lucie. Elle était toujours accroupie derrière l'imposant bureau en chêne, les genoux enfoncés dans le tapis persane, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Adrienne se retourna. Il tenait toujours le pistolet, mais il l'abaissa légèrement. Les coups de feu avaient cessé. Cela ne signifiait pas pour autant que c'était fini. Il s'approcha d'elle et lui tendit la main. Lucie la regarda, grande, marquée de cicatrices, capable de violence, puis leva les yeux vers son visage. Ses yeux étaient dépourvus de peur, remplacés par une rage froide et calculatrice qui le faisait ressembler de manière terrifiante au prédateur que tout le monde disait qu'il était. Elle prit sa main. Il la releva avec une force qui lui sembla sans effort et qui lui donna l'impression d'être légère comme une plume. « Léo. » Elle haleta, l'adrénaline lui permettant enfin de prononcer le nom qui hurlait dans sa tête. « Nous allons le rejoindre maintenant, » dit Adrienne. « Restez derrière moi. Si je m'arrête, vous vous arrêtez. Si je vous dis de courir, vous courez vers la pièce sécurisée dans la cave. Vous comprenez? » « Oui. » Allez sortir du bureau. Le couloir, habituellement immaculé, silencieux et luxueux,
empestaient la cordite et le caoutchouc brûlé. Des cris lointains résonnaient depuis les étages inférieurs. Alors qu'il passait devant le grand escalier, Lucy jeta un coup d'œil en bas et retint un cri. Sur le marbre noir et blanc du hall d'entrée, un corps gisait, recouvert d'une veste de costume. Une mer de sang sombre s'étalait lentement sur les coraux blancs, reflétant le lustre en cristal au-dessus. « Ne regarde pas », ordonna Adrienne d'une voix rauque. Il posa une main sur sa nuque, la forçant à regarder devant elle. « C'est le prix à payer, Lucy. Continue d'avancer. » Ils arrivèrent à la nurserie dans l'aile ouest. La porte était en acier renforcé dissimulé sous des panneaux de bois. Adrienne tapa un code sur un clavier caché derrière une applique murale. La porte s'ouvrit dans un sifflement. L'intérieur de la pièce était faiblement éclairé. Luca était assis par terre, le dos appuyé contre une lourde commode, un pistolet mitrailleur posé sur les genoux. Dans un coin, sous une tente faite de couvertures, le faisceau d'une petite lampe torche vacillait. « Patron !» grogna Luca en se levant. Il avait l'air d'ébrailler, une traînée de suie sur la joue. « Le périmètre est sécurisé. Nous avons perdu Tony à la porte. 2 ennemis abattus, 1 en détention. » Adrienne acquiesça d'un signe de tête sec, le garçon sous le fort. Luca désigna les couvertures. Lucy se précipita vers eux, tomba à genoux et souleva le bord de la tente de couverture. Léo était recroquevillé en boule, les yeux écarquillés et humides, serrant si fort son ours en peluche que ses jointures étaient blanches. « Maman, dit-il d'une voix tremblante, il y a eu des feux d'artifice. C'est Tom? »« Oui, mon bébé. » Lucy étouffa un sanglot, le serra dans ses bras et enfouit son visage dans ses cheveux bouclés. Il sentait le shampoing pour bébé et l'innocence, un contraste saisissant avec l'odeur métallique de la mort qui régnait dans le couloir. Ce ne sont que des feux d'artifice. Tout va bien. Je suis là. Adrienne les observait depuis le seuil de la porte, son expression se fendant pendant une fraction de seconde. Voyant la femme serrer l'enfant de son frère, quelque chose d'ancien et de protecteur rugit dans sa poitrine. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis que Julian était en vie. Un désir de brûler le monde pour éloigner la fumée d'eux. « Luca, dit Adrienne, sa voix se réduisant à un murmure rauque. Qui était-ce? »« Des Russes, répondit Luca. Mais ils avaient des informations internes, patron. Ils connaissaient les horaires des changements d'équipe. Ils connaissaient l'angle mort des caméras sur le mur sud. » Les yeux d'Adrienne se plissèrent. Une taupe, on dirait bien. Adrienne regarda Lucy et Léo. Le garçon regardait par-dessus l'épaule de Lucy, fixant Adrienne de ses yeux dépareillés, verts et noisettes. Adrienne entra dans la pièce. L'air lui semblait trop étroit. Il s'approcha lentement d'eux, rangeant son arme dans son étui pour ne pas effrayer davantage l'enfant. « Léo, dit Adrien. » Le garçon cligna des yeux. Les mauvais feux d'artifice sont partis. Adrienne s'accroupit. Il ne sourit pas. Adrien. Moretti ne sourit pas, mais son visage s'adoucit, les traits durs autour de sa bouche s'estompant. « Détends-toi. Je les ai fait partir. Ils ne reviendront pas. » Léo l'étudia avec l'honnêteté dévastatrice d'un enfant. « Mon papa est au paradis. Maman dit qu'il nous regarde. » Adrien déglutit péniblement. La boule dans sa gorge ressemblait à du verre brisé. « Je sais. Il me regarde aussi. » Il se leva brusquement, le moment étant trop lourd à supporter. Il se tourna vers Lucy. « Tu restes ici cette nuit. » Luca montra la garde devant la porte. « Personne n'entre à part moi. »« Où vas-tu? » demanda Lucy, la peur la submergeant à nouveau. Elle ne voulait pas rester seule, même avec Luca. Étonnamment, c'était près d'Adrien qu'elle se sentait le plus en sécurité. « Je dois descendre, dit Adrienne, la voix glaciale. J'ai un invité au sous-sol et je dois lui demander qui nous a trahis. »« Adrien? » Lucy se leva, tenant de la main de Léo. « Non, non quoi? » Ses yeux devinrent noirs comme du charbon. « Ne fais pas ce qui est nécessaire. Ils ont tiré sur ma maison, Lucy. Ils ont tiré sur toi. Si je ne descends pas et ne deviens pas le monstre qu'ils redoutent, ils reviendront demain avec une armée plus importante. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant, la main posée sur le cadre. « Dors bien, Lucy. Ce soir, le diable est de ton côté. » L'interrogatoire avait duré 4 heures. Il était 3 heures du matin quand Adrien sortit enfin de la cave. Il avait pris une douche dans la salle de sport en bas, frottant sa peau pour enlever les traces physiques de son travail, mais il ne pouvait pas effacer les ténèbres de son âme. Il entra dans la cuisine principale,
un espace caverneux en acier inoxydable et marbre froid. Il avait besoin d'un verre, pas de whisky. Il avait besoin d'eau. Sa gorge était irritée à force de crier. Il n'alluma pas les lumières. La lumière de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres lui suffisait. Il ouvrit l'énorme réfrigérateur, dont la lumière se répandit, et prit une bouteille d'eau en verre. Avait-il parlé? Adrienne se figea. Il referma lentement la porte du réfrigérateur. Lucie était assise à l'îlot de cuisine. Elle portait une robe de chambre en soie qu'il lui avait donnée, les cheveux lâchés sur ses épaules. Elle ressemblait à un fantôme dans la lumière de la lune, éthéré et déplacé dans sa maison en guerre. « Tu devrais dormir, » dit Adrienne en dévissant le bouchon et en buvant une longue gorgée. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle doucement. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais les coups de feu. Elle suivit du doigt les motifs du comptoir en marbre. « Tu ne m'as pas répondu. Il a parlé? » Adrienne contourna l'îlot et s'appuya contre le comptoir en face d'elle. Il a fini par parler. Qui était-ce? Une faction rivale, les Voulov. Mais ce n'est pas le problème. Adrienne passa une main sur son visage, l'air épuisé. Le problème, c'est comment ils sont entrés. Ils avaient les codes, Lucie. Des codes que seules 3 personnes possèdent. Lucie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Qui? Moi? Luca? Adrienne marqua une pause, le regard perdu vers la fenêtre. Et mon oncle, S. Ton oncle? S'exclama Lucie. La famille. Dans mon monde, la famille est généralement celle qui tient le couteau, dit Adrienne avec amertume. C'est S qui a insisté pour que Julian ne se marie pas avec la fille de Chicago. C'est S qui s'est occupé de la logistique la nuit où Julian était mort. Il se leva du comptoir et commença à faire les 100 pas dans la pièce, passant de l'épuisement à une agitation fébrile. J'ai été aveugle, marmonna Adrienne, plus pour lui-même que pour elle. Je pensais que Julian avait été tué à cause de moi parce qu'il conduisait ma voiture. Mais et si? Et s'il avait été la cible depuis le début? Et si S savait que Julian voulait partir et savait que si Julian partait, la famille aurait l'air faible? Lucie se leva. Elle contourna l'îlot et s'approcha de lui. Elle vit ses mains trembler. Des mains qui avaient probablement infligé une douleur terrible quelques heures auparavant. « Adrienne, dit-elle. » Il cessa de faire les 100 pas et la regarda. Pour la première fois, la barrière entre eux, le corbeau et la serveuse, semblait mince. « Julian m'a dit quelque chose, murmura-t-elle. La dernière nuit où je l'ai vu, il était nerveux. Il m'a donné le médaillon et m'a dit, dit-elle en fronçant les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Il a dit, « S'il m'arrive quelque chose, ne fais pas confiance à l'homme à la canne argentée. » Le sang d'Adrienne se glaça. Il resta parfaitement immobile. « Qu'est-ce que tu as dit, l'homme à la canne argentée? » répéta Lucie. « Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je pensais qu'il parlait par métaphore. » Adrien poussa un soupir qui ressemblait à un juron. Oncle Sal marchait avec une canne à embout argentée depuis son AVC il y a 3 ans. Mais attends, les yeux d'Adrienne se plissèrent. S n'avait pas besoin de canne il y a 5 ans. Il était en bonne santé quand Julian est mort. « Alors qui? » demanda Lucie. « S portait une canne comme accessoire de mode dans les années 90, murmura Adrienne, l'esprit en ébullition, reliant des points qui avaient été dispersés pendant une demi-décennie. Ou ce n'était pas S, c'était quelqu'un avec qui S travaillait. Il regarda Lucie. Il la regarda vraiment. Il vit la force de sa mâchoire, le feu dans ses yeux. Elle n'était plus seulement une complication, elle était la clé. « Tu viens de me donner la pièce manquante, » dit Adrienne doucement. Il fit un pas vers elle. La distance entre eux disparut. Il tendit la main, la posant près de son visage avant que son pouce n'effleure sa pommette. Son toucher était rugueux, cailleux, mais incroyablement doux. Lucie retint son souffle. Son cœur battait à toute rompre, non pas de peur cette fois, mais d'une soudaine attraction magnétique. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Mais tes yeux, ils sont si sains. Je ne suis pas lui. » Lucie. La voix d'Adrienne était rauque, réduite à un murmure grave. « Je ne peux pas être lui. Il était la lumière. Je suis l'ombre qui empêche la lumière de s'éteindre. » Il se pencha vers elle. C'était inévitable. La gravité du traumatisme, le secret, le danger partagé, tout cela les attirait l'un vers l'autre. Lucie ne se recula pas. Elle leva la tête. Les lèvres d'Adrienne effleurèrent les siennes avec une pression hésitante.
Ce n'était pas le baiser d'un amant, mais celui d'un homme qui se noie et qui trouve de l'air. Puis il se recula brusquement, comme s'il s'était brûlé. Il se détourna, agrippant le bord du comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Va te coucher, Lucy. Monte avant que je commette une erreur irréparable. Adrien, va-t'en, rugit-il, son ordre résonnant dans la cuisine silencieuse. Lucy tressaillit, mais elle ne s'enfuit pas. Elle regarda son dos, voyant la tension dans ses épaules, le fardeau qu'il portait. Tu n'as pas à le porter seul, dit-elle doucement. Elle se retourna et quitta la cuisine. Adrien attendit que ses pas s'estompent. Puis il sortit son téléphone de sa poche. Il composa un numéro. Luca, dit-il d'une voix dénuée de toute émotion, prends la voiture. Nous allons rendre visite à Oncle S et apporte l'appel. La pluie tombait à torrents sur Brooklyn, formant un rideau d'eau qui brouillait les lumières de la ville, entraînées néon et grises. La Cadillac noire fendait la tempête comme un requin dans les profondeurs, silencieuse et mortelle. À l'intérieur, Adrien était assis à l'arrière, vérifiant son arme pour la troisième fois. Le chargeur s'enclencha dans un clic définitif. À côté de lui, Luca conduisait avec une précision implacable. Ils n'avaient pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le domaine. Il n'y avait plus rien à dire. La trahison était une pourriture. Et ce soir, ils allaient couper le membre infecté. Ils s'arrêtèrent devant une maison en grès brun à Dicker Heights. C'était une maison sans prétention pour un homme qui contrôlait la moitié des syndicats de la ville. Mais Oncle S aimait jouer le rôle du grand-père humble. « Attends ici, ordonna Adrien en boutonnant sa veste de costume. Si je ne suis pas sorti dans 20 minutes, brûle la maison. Luca acquiesça, le regard sombre. Avec plaisir, patron. Adrien monta les marches, la pluie trempant instantanément ses cheveux. Il ne frappa pas. Il utilisa une clé qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Le couloir sentait l'ail, la fumée de cigare et la vieille trahison. Il trouva Salvatore Moretti dans son bureau, assis près d'un feu rugissant, en train de lire un journal. Une canne à pommeau argentée était appuyée contre son fauteuil, brillant à la lueur du feu comme une dent de serpent. S leva les yeux sans surprise. C'était un homme corpulent, avec un visage de bulldog et des yeux qui avaient vu et ordonné trop de morts. « Adrien, grogna S en pliant le journal. Un peu tard pour une visite familiale, non? Et tu as l'air trempé, comme un rat noyé. » Adrien ne sourit pas. Il entra dans la pièce, laissant couler de l'eau sur le tapis persan. Il ne s'assit pas. Il resta debout, bloquant la chaleur du feu. « J'ai discuté avec les Russes ce soir, S.C.A. L'expression de Sal ne changea pas. C'est sauvage, toujours à causer des problèmes. Je t'avais dit qu'on aurait dû les éliminer l'été dernier. Ils connaissaient les codes, dit Adrien doucement. Les codes que seules 3 personnes connaissent. S poussa un long soupir las. Il tendit la main vers sa canne, saisissant la tête en argent. Une tête de loup. La technologie. Adrien. Des hackers. Le monde n'est plus ce qu'il était. On ne peut pas faire confiance aux machines. Et Julien, Adrien s'approcha d'un pas. Pouvions-nous lui faire confiance? S se figea. L'air dans la pièce devint lourd, suffocant. Julien était un bon garçon, dit Sal en baissant de la voix. Mais il était trop gentil, il voulait partir. Il voulait emporter les secrets de famille et s'enfuir avec une serveuse. C'était une fuite qui ne demandait qu'à éclater. « Alors tu as colmaté la fuite, » murmura Adrien. La rage montait dans sa poitrine, brûlante et aveuglante, mais sa voix restait glaciale. « Tu as mis une bombe dans ma voiture. Tu savais qu'il avait pris ma voiture cette nuit-là. Tu l'as regardé partir vers la mort. » S se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. Le masque de l'oncle bienveillant tomba, révélant le conseiller impitoyable qui se cachait derrière. Il fallait le faire. S aboya, le visage déformé par la rage. Il allait nous détruire. Amoretti ne s'en va pas. Je l'ai faite pour la famille. Je l'ai faite pour toi, Adrien. Tu as toujours été le plus fort. Le vrai roi, Julien. Julien n'était qu'un remplaçant. Adrien fixa l'homme qui lui avait appris à nouer une cravate, à tirer au fusil, à diriger. Il n'était pas un remplaçant. C'était mon frère, ricana-t-il. Il était un handicap. Et maintenant, j'apprends que tu héberges son bâtard et la femme. Tu commets la même erreur. Adrien, tu laisses tes sentiments obscurcir ton jugement. S tapota le sol avec sa canne 1 fois, 2 fois. Soudain, la porte derrière Adrien cliqua.
Un panneau caché dans la bibliothèque s'ouvrit. 2 gardes personnels de S en sortirent, armes levées. Je savais que tu finirais par comprendre, dit S en haussant les épaules. Tu es intelligent, mais tu es seul. C'est dommage, Adrien. Je ne voulais vraiment pas avoir à élaguer l'arbre à nouveau. Adrien ne se retourna pas pour regarder le tireur. Il garda les yeux rivés sur S. Tu penses que je suis venu ici seul, mon oncle? Demanda Adrien en penchant la tête. S fronça les sourcils. Lucas est dehors. Mes hommes surveillent la rue. Adrien fouilla dans sa poche. S tressaillit, mais Adrien ne sortit qu'un téléphone. Il appuya sur un seul bouton et le jeta sur le bureau. C'était une retransmission audio en direct de l'extérieur. Pop, pop. 2 coups de feu étouffés, puis le silence, puis la voix de Luca grésilla dans le haut-parleur. La rue est libre, patron. L'arrière-cour est libre. La maison est à vous. Le visage de S pâlit. Les 2 gardes derrière Adrien hésitèrent, échangeant un regard. Posez vos armes, dit Adrien sans élever la voix, et vous sortirez d'ici vivant. Si vous les gardez, vous mourrez avec lui. Les gardes étaient des mercenaires. Ils sentèrent le rapport de force s'inverser. Lentement, ils baissèrent leurs armes, reculèrent et disparurent par la porte cachée. S était seul, vraiment seul. Il serra sa canne, les jointures blanchies. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis de ta famille. Tu as perdu ce droit quand tu as versé le sang de Julien, dit Adrien. Il s'avança, réduisant la distance qui les séparait. S brandit sa canne, lançant un coup désespéré et violent en direction de la tête d'Adrien. Adrien l'attrapa en plein vol d'une seule main. Il l'arracha des mains du vieil homme et la brisa sur son genou. La tête de loup argenté roula sur le sol et s'arrêta près du feu. S trébucha en arrière, tombant dans son fauteuil, haletant. « Adrien, je t'en prie. » Adrien le regarda. Il n'y avait aucune joie dans ce geste, seulement le devoir, seulement la sombre nécessité d'un monde fondé sur la violence. « Lucie m'a rapporté les paroles de Julian, » murmura Adrien. « Méfie-toi de l'homme à la canne argentée. » Il se pencha. Il connaissait S. À la fin, il savait que c'était toi. Adrien se retourna et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu? » allaita Adrien. Adrien s'arrêta sur le seuil. « Chez ma famille. » Il sortit sous la pluie. Derrière lui. Luca entra dans le bureau et ferma doucement la porte. Un instant plus tard, un coup de feu retentit, couvert par le tonnerre. Le soleil se levait lorsque la Cadillac revint au domaine situé au bord de la falaise. L'orage avait éclaté, laissant le ciel d'un violet et d'un or meurtri. Adrien entra dans la maison. Il était épuisé, son âme se sentait écorchée et à vif. Il monta les escaliers vers l'aile ouest, les pas lourds. Il ouvrit la porte de la chambre. Lucie était réveillée. Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, Léo endormi sur ses genoux. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle vit le vide dans ses yeux, la détermination de son attitude. Elle comprit. Adrien s'approcha d'eux. Il s'agenouilla sur le tapis, à hauteur des yeux de Léo qui dormait. Il tendit la main, la laissa flotter dans les airs, tremblant légèrement, avant de la poser sur le dos du garçon. « C'est fini, » murmura Adrien. Lucie tendit la main et recouvrit celle d'Adrien de la sienne. Sa peau était chaude, vivante. Cela l'ancrait. « C'est fini ?» demanda-t-elle doucement. « La menace a disparu, » répondit Adrien. Il leva les yeux vers elle, ses yeux sombres cherchant les siens. « Mais cette vie, elle n'est jamais vraiment finie, Lucie. Les loups rôdent toujours. »« Alors laisse-les rôder, » dit Lucie d'une voix féroce, une nouvelle force lui donnant du courage. Elle serra sa main. « Nous ne sommes plus des lapins, Adrien. Nous faisons partie de la meute. » Adrien la regarda. Hilly la regarda, et pour la première fois en 5 ans, la glace qui entourait son cœur se brisa complètement. Il vit le feu qui brûlait en elle, la loyauté qui égalait la sienne. Elle n'était pas seulement une serveuse. Elle n'était pas seulement une mère. Elle était une reine en devenir. Il se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Ils respirèrent ensemble dans la lumière calme du matin, liés par des secrets de sang et un amour né des cendres d'un fantôme. « Bienvenue à la maison » murmura Adrien. Lucie ferma les yeux, s'accrochant à l'homme qui était à la fois leur monstre et leur sauveur. « Nous n'irons nulle part. Et voilà comment un simple collier brisé a renversé un empire. »
Ce qui avait commencé comme le pire cauchemar d'une serveuse est devenu le catalyseur qui a permis de mettre au jour une conspiration vieille de 5 ans. Adrian Moretti a trouvé plus que le fantôme de son frère cette nuit-là. Il a trouvé l'avenir de sa famille et une femme assez forte pour se tenir à ses côtés dans l'obscurité. Cela nous rappelle que parfois, les choses que nous essayons le plus de cacher, comme un médaillon sous un uniforme, sont précisément celles qui nous libèrent. Dans le monde de la mafia, le sang est peut-être la monnaie d'échange, mais la loyauté est la seule chose qui vous garantit un avenir. Ouah, c'était intense. J'ai une question à vous poser. Si vous étiez Lucy et que vous découvriez que votre petit ami secret était l'héritier d'une famille criminelle, auriez-vous caché l'enfant ou auriez-vous demandé de l'aide à Adrien? Faites-moi part de votre choix dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez plus de romans sombres, de suspense et de rebondissements, rendez-moi un grand service. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Nous avons un thriller fou qui arrive la semaine prochaine et que vous ne voudrez pas manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain chapitre.